Bon, Lucie, on est à moins de 48 heures après ton combat au Bellator. Tu étais en plein dans Bercy, à Cor Arena, les bras levés. J'ai vu que ça t'avait procuré beaucoup d'émotions, forcément. Du coup, moi, j'aime bien souvent parler du parcours des gens et tout, mais on va commencer quand même par ce qui est le plus frais, le plus chaud. C'est donc cette victoire face à Maggie Berchel pour le premier gros événement de MMA en France, donc au Bellator. Euh, alors, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. On va parler un peu de tout, la prépa, tout ça, mais déjà, comment tu te sens là aujourd'hui? Parce que tu as l'air de ne pas être abîmé déjà, c'est ça, c'est top. Ça, c'est une très grande satisfaction. Non, parce que c'est vrai que j'ai un peu l'habitude de finir à l'hôpital, soit pour me faire recoudre, soit. Enfin, franchement, c'est vrai que j'ai cette tendance à me blesser un peu facilement. Et là, pour la première fois, eh bien, ça se passe bien. Je pense avoir bien géré le combat tactiquement, Ouais, qui m'a permis de revenir avec ce visage-là aussi. Et puis, non, surtout, là, aujourd'hui, j'ai un sentiment de devoir accompli, en fait. Tu vois, ouais. c'était vraiment une échéance que j'attendais, le pied ferme. Je me suis préparée durement pour ça. Et puis c'était un aboutissement, c'était une espèce de point culminant par rapport à toute cette période de vie que j'ai eue là depuis 2016. J'ai enchaîné pas mal de choses. Et ça représentait un petit peu le top de ma montagne. Tu vois, j'ai escaladé, escaladé, escaladé. Je me suis pas arrêtée de marcher. Et voilà, ça c'était l'objectif. Et ça y est, j'ai réussi à le passer. Ça n'a pas été simple parce que c'était particulier comme climat. Hein. Tu as l'impression de combattre en temps de guerre en fait. Hein. Ouais. C'est-à-dire que sur la route, y en a qui y sont restés, il y en a qui sont restés à quai, qui n'ont pas pu Hmm. combattre à cause du Covid. Les restrictions étaient très, très limitantes, ça nous a privé un peu de magie, on n'avait pas un public full à Bercy. Ouais. C'était très particulier comme ambiance, mais à la fois unique, très singulier. Et je suis contente de l'avoir vécu, malgré les restrictions, je suis contente d'avoir vécu ça, parce qu'il y a un côté assez héroïque dans ce que toi tu accomplis, mais aussi dans ce que le Bellator a fait quelque part. C'est-à-dire que Ouais. vraiment, il y a eu des galères sur la route, mais pour organiser à Bercy dans cette période de pandémie, c'était super compliqué. Et envers et contre tout, ils l'ont fait, ils se sont battus comme des lions pour y arriver. Et donc voilà, ils ont atteint leur objectif. Et moi, ça, c'est une philosophie de vie que j'ai, c'est vraiment de toujours aller au bout des choses et être des personnes de parole. Quand on dit Ouais. quelque chose, on le fait, on s'y tient, on va au bout des choses. Et donc, ils l'ont fait. Donc, je me suis reconnue un petit peu dans leurs valeurs à ce niveau-là. Donc, je suis satisfaite, je suis reconnaissante. Et je leur témoigne un immense respect pour avoir mené à bien ce projet et de m'avoir laissé ma chance de combattre dans cette organisation. Je suis trop contente. Et comment justement ça s'est fait, cette proposition de combat? Le timing, tu sais, Ouais. c'est que ça, c'est que le timing en fait. Hein. C'est que comme ça. Je suis revenue des États-Unis et donc voilà, on m'a fait une proposition parce que je suis revenue au moment où le MMA a été légalisé en France. Mhm. Et donc j'ai toujours su que de par le nombre de compétitrices françaises qu'on était à ce niveau-là, il allait forcément y avoir des opportunités pour nous, c'était sûr. Ouais. Hein. Et donc la plupart, on a toutes signé quelque part. Hein. Euh, on est toutes un petit peu sécurisées par des orgas parce que voilà, on n'est pas suffisamment nombreux, c'est encore un sport émergent chez les féminines. Au niveau mondial, ça tourne très bien, il y a beaucoup de concurrence, mais en France, ça reste un sport émergent. Donc, Hmm. il fallait juste que je sois patiente en fait. Et donc c'est Ouais. arrivé. Et j'ai mon manager, alors c'était pas mon manager à ce moment-là, j'étais en discussion avec deux managers, un américain qui avait une excellente réputation, c'était un peu une star dans le milieu. Lui, il voulait me signer parce qu'il avait flairé le potentiel, bien sûr. Quand je dis le potentiel, je ne parle pas de moi, hein, je parle plutôt du potentiel français, de manière générale. Ok. Et il s'était dit que je pouvais être bankable parce que justement la rareté, le fait qu'on soit peu de filles, le background, etc., tout ça, c'était des choses qui étaient avantageuses pour moi. Donc lui, il avait flairé le bon filon, mais il a pas été assez rapide. Et puis, le contrat était un peu contraignant. Donc, j'avais du mal, j'étais réticente. J'avais du mal à signer le contrat et à l'envoyer. Et le jour où je m'apprête à envoyer le contrat, je le scanne, je le signe, je m'apprête à l'envoyer, boum, je reçois un appel. Et là, c'est Razi Delni, donc un homme de l'ombre, mais un homme qui est là depuis des années dans le milieu, qui connaît très très bien le MMA, qui a beaucoup de connexions, qui m'appelle et qui me dit voilà, je vais te proposer un contrat avec le Bellator, ils sont très intéressés par toi. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Au moment où je m'apprêtais à envoyer le contrat, et comme j'ai eu un très bon feeling avec ce manager, d'un point de vue humain, Hmm. voilà, on se retrouve sur plein de valeurs et il m'a donné envie de signer avec lui. Enfin, signer. On a un accord tacite, mais on fonctionne à la confiance. Et ça, c'est le genre de relations un peu libres, mais qui sont fondées sur la confiance. Et ça me plaît bien, en fait. Hmm. Ok.
Top. Bon, écoute, donc tu parlais de, ça a été pas mal de contraintes, de problèmes sur le chemin. Donc, on va pas rentrer dans tous les détails, mais avec les obligations, les contraintes de ce confinement que vous deviez subir dans l'hôtel et tout ça, au final, tu n'as pas pu avoir donc les coachs qui étaient prévus dans ton coin le moment du combat. On a été surpris de voir bon, Antoine Idrio, que je connais très bien, et aussi John Cavala, le coach de Il y avait Connor. une dernière minute. Ouais, alors justement, dernière minute, tu as un coach que beaucoup, je pense, aimeraient avoir dans leur coin, tu vois? Ouais, c'est clair. Non, mais alors, franchement, l'univers fait bien les choses des fois. Je me suis retrouvée toute seule dans ma galère toute la semaine pour perdre mon poids, et cetera. Et bon, déjà, il y avait de la pression. Je veux dire, bon, Maggie Berchel, elle est connue, c'était une Ouais, cliente, c'est la première à Bercy. Il y a un peu de pression sur les épaules quand même, tu vois. Donc, il y a ça. Il y a le fait que tu dois faire le poids. J'avais quand même 4 kilos à perdre. Voilà, je me retrouve sans coach. Bon, des rebondissements, des coachs qui étaient là, qui ne sont plus là, un qui revient, enfin, des incompréhensions un peu partout. Mais en tout cas, la veille du combat, je me retrouve sans coach. Vraiment sans coach, c'est ce qu'on me dit, en tout cas, c'est ce qui est annoncé. Et en fait, de là, John Kavanagh lui-même est venu, en me voyant en galère, est venu me proposer son aide, en fait. Je Hmm. veux dire, le coach de Conor McGregor qui vient me voir et Ouais. qui me propose son aide. Ben, je lui ai dit franchement merci. Je lui ai dit, mais non, Franchement, écoute, dégage. franchement, j'étais pas loin de tomber amoureuse quoi, quand il est Ouais, arrivé. Il me sauvait de ma galère. C'était mon héros du moment à ce moment-là. Voilà. Après, attention, il y a aussi Yves Landu que je tiens à saluer parce que lui aussi, il m'a tendu une main. ok, À un moment donné, il fallait que je m'entraîne et il me dit tiens, viens avec nous si tu veux. Voilà. ok. Donc non, non, j'ai eu des mains tendues quand même, c'était cool à ce niveau-là, mais bon, c'était pas facile à vivre. Émotionnellement, c'était un roller coaster et c'était très dur à gérer. Et puis ben, moi, j'ai un tempérament un peu extrême. Alors quand ça va, et quand ça va vraiment pas, tu vois. Ouais. Donc là, waouh, émotionnellement, c'était dur à gérer. Et j'ai perdu beaucoup d'énergie à devoir gérer tout ça. Et pour les gens donc, qui connaissent pas, comment ça se passe le cutting, donc la semaine qui... Tu commences combien de jours avant le cutting? En gros, moi, je fais une diète. Je fais une diète pendant toute la prépa. Donc la prépa, on va dire qu'elle dure 2 mois, par exemple. Je fais une grosse diète et je me stabilise à un poids de forme qui est de, par exemple, 61. Voilà. Et à partir de 61, j'arrive à la Fight Week. Et là, je bois énormément d'eau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup Hmm. d'eau. C'est à base de 1 pack d'eau par jour. Dans le meilleur des mondes. J'avais du mal. Là, sur ce coup-ci, j'ai bu que 4 litres d'eau par jour, mais c'est énorme. Ok. Et tu bois, tu bois, tu bois, tu bois, tu élimines, tu élimines, tu élimines. Et en fait, le dernier jour, en fait, plus tu bois, plus tu élimines. C'est simple. Et donc, le dernier jour, tu coupes le robinet, tu continues d'éliminer, tu te fais un entraînement avec la Sudisette. Donc là, tu perds pratiquement 2 kilos. Et puis après, tu te refais un bain chaud, un bain chaud ou un sauna, ou il y a d'autres méthodes. Mais le bain chaud, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Par Ouais. contre, c'est plus violent. Donc, Ah ouais. tout le monde n'arrive pas à l'encaisser. Moi, j'aime bien parce que j'y passe pas 10 ans au moins. Je fais 2 fois 10 minutes grand max. Ok. Et donc voilà, et après voilà, je perds les kilos comme ça, mais c'est que de la déshydratation, c'est de l'eau que tu enlèves et que tu récupères tout de suite après. Donc Et juste pour se faire une idée, tu sais à combien tu le fais le bain chaud? C'est quoi la température? T'as une idée? c'est 42 degrés. 42 degrés, ok. Et tu restes combien de temps? Ça dépend des gens, ça dépend de combien tu as à perdre, Hmm. ça dépend de ça. Moi, j'ai pas Ok, besoin de beaucoup, j'ai besoin de 2 fois 10 minutes. Il y en a d'autres qui font beaucoup plus, ça dépend. d'accord. Et t'étais parti à combien avant de commencer le camp? T'étais à quel poids? Je suis sortie de confinement, donc ça veut dire pas d'entraînement, Hmm. à manger, etc. Sortie de confinement, j'oscillais entre 65 et 66. Ok, Mais ça, c'est vraiment quand je fais la grosse, hein, quand je mange vraiment ouais, mal, que je fais pas de sport. ok, Sinon, globalement, mon poids, quand je mange convenablement et que je m'entraîne, je dirais qu'il est aux alentours de 64. d'accord. Ok, ouais, donc tu avais perdu ouais, déjà quand même pas mal de points en amont, ce qui est bien, plutôt que d'avoir un gros, gros, gros cutting à faire, quoi. Ça. Et par rapport à ta période de boxeuse, est-ce que tu avais des cuttings similaires, des choses comme ça ou pas? Moi, Non? le cutting, je l'ai découvert l'année dernière, en fait. Ouais. Euh, C'est très MMA, ça, au final. c'est très MMA. Alors, ils le font beaucoup en lutte aussi, Oui. mais c'est très, très MMA. C'est vraiment la culture MMA. Et en fait, au début, je voulais pas faire ça, moi. J'étais contre parce que culturellement, j'y avais pas été habituée. Et puis, j'avais des a priori sur cette technique. Je pensais que c'était très nocif pour la santé.
Et puis en fait, en l'essayant une fois, je me suis rendu compte que c'est au contraire, ça me permettait d'avoir beaucoup plus d'énergie que lorsque je faisais une diète dure. Donc, Ouais. Pendant voilà. tout le camp, tu veux dire ça, d'avoir de l'énergie pour t'entraîner pendant le camp, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, je gérais très mal mes régimes et je perdais du muscle et donc j'avais beaucoup de fatigue. Et là, au moins, ça me permet d'être plus, je me sens plus puissante, plus en forme. Voilà. Hmm. Mais bien le gérer, il faut bien connaître les techniques. J'ai un protocole. C'est-à-dire que je suis suivie par un expert en la matière qui est à l'American Top Team. On travaille par correspondance, le gars, je le paye, tu vois. Je suis bien suivie. C'est qui? Eric Pellin. Ok, je connais Ouais. pas, mais. Et donc un jeune homme qui est très connu aux États-Unis. Tout le monde passe par lui. Donc voilà, donc c'est lui qui me suit et c'est très calibré, c'est scientifiquement calculé, etc. Donc il n'y a rien qui est laissé au hasard. On ne peut pas faire un cutting à l'arrache, hein, parce que sinon on y laisse des plumes. Hmm. Donc voilà. Et non, ce qui m'a fait prendre conscience que je voulais faire un cutting, c'est que finalement, quand je suis allée aux États-Unis et que j'ai fait mon combat, je me suis retrouvée face à une fille qui faisait 2 catégories de plus. Et je ne l'ai pas reconnue le jour du combat, en fait. C'est-à-dire qu'elle était comme ça à la pesée, joue creuse. Elle était plus grande que moi, mais je me suis dit, bon, peut-être que j'ai les os lourds, tu vois. Ouais. Et puis, en fait, non, quand elle est arrivée au combat, elle avait triplé de volume, ses cuisses, ça faisait 3 fois les miennes, et à un moment donné, elle a réussi à prendre la monte, donc la position Ouais, montée, impossible de la bouger, impossible ouais, de la bouger. Et tous les coachs m'ont dit, mais plus jamais tu n'acceptes ce genre de combat. Mais parce que là-bas, ils ont l'habitude de faire des cuttings, etc., et moi, j'en faisais pas. Donc voilà. Et c'est là que j'ai pris conscience que si je voulais évoluer à haut niveau, forcément, j'aurais des Américaines sur la route, et les Américaines font des cuttings. Il n'y en a pas une ouais, qui fait des cuttings. Donc à partir de là, j'ai fait OK, on s'y met. Et j'ai découvert ça, je trouve ça assez cool. Mais on n'est pas habitué à ça en France, donc ouais. ça fait peur, on te dit attention, on ne fait pas de bêtises. Non, mais en fait, il faut juste essayer et puis il Hmm. faut bien gérer, il faut juste être bien encadré. Ouais. Et alors, du coup, c'est vrai que, parce que moi, tu vois, alors j'étais hyper occupé. On a eu l'annonce de la fermeture du club et tout ça dans les semaines qui précédaient ton combat. Et j'avais vu Yuri pour un entraînement avant. Et il m'avait dit, bon, bah, finalement, elle n'a pas l'adversaire qu'elle devait avoir. Au départ, c'était une Hollandaise, non? C'était quoi? C'était Non, c'est turc, je devais avoir une une turque qui Turque championne de boxe thaï, c'est ça? était championne du monde de kick, De de kick kick? D'accord. qui était aussi sur le circuit international en boxe à l'époque où moi je boxais. Ah Donc ouais, ok. une nana qui avait de la bouteille. Ouais, ouais, non, il y avait une vraie concurrente, hein. Et Euh, Yuri, lui, il voilà. m'a juste dit, ah bah finalement, elle va combattre une Française. Tu vois, il m'a pas dit. Alors, et du coup, j'ai vu ça. Mais moi, j'ai vu ça samedi seulement, tu vois, que c'était Maggie. Non, non, J'étais absent là les jours qui précédaient et tout ça. Et j'ai envoyé un message à Rui. Je fais, mais tu te fous de moi, quoi. Je dis, c'est pas une Française. Enfin, elle est quand même un peu connue, tu vois. Donc, il m'aurait dit Maggie Berchel. Je voyais tout de suite qui c'était, quoi. Et il était là, pourquoi tu crois qu'elle peut pas la battre et tout ça. Je dis, non, c'est juste, tu m'as dit une Française comme si c'était une meuf qu'on connaît pas, tu vois. Alors que c'est puis effectivement. lui, il s'en fiche de tout ça, puis il n'a pas trop suivi, je pense, Ouais, l'évolution des filles en France, c'est pour ça. ouais. Et pour lui, une concurrente, c'est une concurrente, il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre. Non, mais il a raison. Mais c'est vrai que c'est rigolo de dire une Française alors que, bon, clairement, elle est quand même un minimum connue, tu vois. Et enfin, c'est pas que ça changeait quoi que ce soit, mais moi, j'étais surpris de voir ça. Et est-ce que donc, tu avais quand même passé une bonne partie de ton camp à mettre en place une stratégie? Avec Maggie, est-ce qu'il y avait une différence de stratégie? Pas tant que ça, parce que Maggie, ça reste une strikeuse, mais c'est vrai elle est de réputation, elle est plus polyvalente normalement, elle est plus Hmm. complète. Ce qui se disait d'ailleurs dans le milieu, tout le monde disait qu'elle allait me battre. Euh, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Turque avec qui je devais combattre, malheureusement, avec les restrictions du Covid, etc., c'était compliqué de la faire venir en France. Moi, je n'avais pas d'adversaire, elle n'en avait pas non plus. Donc, ils en sont arrivés à la conclusion que, tiens, pourquoi pas faire un choc franco-français, Hmm. ça équivaut à un championnat de France quelque part. Et ils le font assez régulièrement, ça en Irlande. Ils font des oppositions irlando-irlandaises. Ouais. Pourquoi pas? En plus, c'est un matchmaking que beaucoup de gens voulaient voir. On nous l'avait déjà proposé par le passé dans d'autres plus petites organisations. Donc voilà, c'était un combat attendu. Donc ça, Hmm. c'était vendeur sur le papier en fait. Bah oui. Donc voilà, non, le game plan, à vrai dire, tu sais quoi, on avait un game plan, je ne l'ai pas du tout suivi. Ah, ok, c'est ça que j'allais te demander parce que moi, Non, ça m'a surpris un petit peu. Alors, c'est cool parce que bien pour. ça a montré tes progrès énormes. Et bon, bah, je sais, Yuri, moi, ça fait 10 ans que je m'entraîne avec lui. Je connais sa qualité de coach T'as sur vu un le peu de sol. bruit dans la cage là, non? Ouais, bah, franchement, bah, c'est pas que tu étais complètement à la ramasse avant, mais enfin là, il y a eu un progrès phénoménal. Et surtout, quand on connaît ton background en boxe, bah, on ne s'attend pas spécialement à ça comme stratégie, quoi. Du coup, J'ai comment. pas dû comprendre. Personne n'a dû comprendre. Bah, d'ailleurs, moi-même, j'ai pas compris. Ouais.
t'arrives là, non, on est à 48 heures, mais donc t'as pas, tu sais pas qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de. Oui, je sais ce qui fait que, c'est que tout simplement, je sais pas, non, j'avais une mauvaise sensation dans le vestiaire. Mes bras partaient vite, mais ils revenaient pas vite. Mhm. Et quant à ça, le risque, c'est de t'exposer à la contre-attaque. Ouais. Et donc, je sais pas, j'ai eu un mauvais feeling à ce niveau-là, ça m'a un peu inquiété. Et puis, dans les tout premiers échanges, j'ai vu que justement, ça revenait pas. Et je me suis dit, bon, bah, plutôt que de revenir lentement et de me prendre un coup, eh ben, plutôt, je vais aller la saisir. Et je voyais qu'il y avait de la place. Ouais. J'ai vu qu'il y avait de la place pour placer un takedown, donc je l'ai fait, ça a marché. J'ai fait, OK, ça passe. Bon, allez, on va continuer comme ça. Et en plus, bah, parce que tu sais, souvent, on fait une stratégie au départ, on visualise, etc. Mais après, il y a la réalité du combat qui fait que la fille ne te propose pas forcément ce que tu avais prévu, etc. Donc, tu t'adaptes et tu refais ton game plan en fond. Mhm. Ouais, tu vois, ça prend quelques secondes et en quelques secondes, tu redessines le plan, tu vois. Et en fait, en une fraction de seconde, je me suis dit, mais attends, Lucie, comment on fait pour affaiblir une strikeuse debout? Parce que Maggie, le premier round, elle est toujours très forte. Mhm. Je dis comment j'annule ses qualités physiques. Eh ben, je vais lui faire ce que les strikers n'aiment pas qu'on leur fasse. Tu la Mhm. prends, bloque au sol. Et le striker va dépenser toute son énergie à remonter. Ça prend énormément d'énergie. Quand on t'emmène au sol et que tu dois te relever, ça te prend trop d'énergie. Mhm. Et du coup, ça annule ton striking parce que après, tu deviens lent et tu deviens Ouais. beaucoup plus difficile à boxer. Donc, je me suis dit, bah, écoute, on va lui faire ça en fait. Et donc, j'ai revu complètement le game plan et j'ai fait de la lutte. Après, je crois qu'il y avait aussi un petit big up parce que tu sais, Yuri, il n'était pas là. Mhm. Kia aussi, ils n'étaient pas là, les pauvres, et je crois que, je sais pas, je les ai emmenés avec moi dans la cage, tu vois, Mhm. quelque Ouais. part. Et Et comme puis tu as là, quand même de l'expérience, tu as écouté au final ton instinct, un peu ton feeling du moment aussi, quoi. franchement, j'étais complètement à l'instant, complètement. Ouais. Euh, Normalement, c'était pas ça qui était prévu. Et C'est quoi qui était prévu? ben, je devais la boxer en contre, voilà, et je devais la contrer en Ouais. boxe. Et puis laisser passer l'orage le premier round, et puis après commencer à vraiment envoyer sur deux et troisième. C'était ça qui était prévu. Et puis en fait, et puis si l'occasion s'y prêtait Mhm. d'être amené au sol, éventuellement j'en faisais, mais c'était pas le plan. Et à Ouais. chaque minute de repos, Cavanaugh qui me dit allez, allez, montre-lui ce que c'est de la vraie boxe et tout. Et à chaque fois, je faisais pas de boxe. Voilà, la fille pas coachable. C'est ça, il a dû dire, bon, elle. Donc, ouais, c'est un électron libre. Non, Non, mais mais après, il y a aussi le fait que, regarde, je me suis beaucoup entraînée avec Yuri. On a fait 2 coachings privés par semaine, toutes les semaines pendant plusieurs mois. Depuis que je suis revenue de confinement, c'est simple. Moi, je suis un pot de colle avec Yuri. Je dis, s'il te ouais. plaît, Yuri, je veux passer un cap. Transforme-moi en Tchétchène, s'il te plaît. Euh, donc voilà, et bah, le travail paye en fait. Et puis j'ai tellement fait de lutte qu'à un moment donné, bah, dans mon cerveau, c'est programmé en fait. Ouais. Inconsciemment, tu fais ce que tu fais à l'entraînement. Bah ouais. J'ai Et en plus fait plus, de lutte de boxe, donc bah, voilà, ouais. ça s'est vu le jour du combat. Et la lutte, quand tu travailles la lutte, tu as vraiment le ressenti. Après, tu as vraiment ce côté ressenti, du coup, ça a dû participer à ça. C'est-à-dire que tu avais acquis ce ressenti-là en lutte, tu as une opportunité qui se présente, ton corps, il a saisi, en fait, c'est même pas une décision que tu prends, quoi. C'est ça, tu choisis pas, tu vois l'ouverture, tu y vas, en Ouais. fait. Et tu vois, je suis contente parce que je pense que c'est la première fois que je fais un takedown en milieu de cage. Tu vois. C'est dur d'avoir confiance en soi Hmm. quand on fait du striking, tu vois. À ce Bah niveau-là. oui. Donc, ouais, non, non, j'étais satisfaite, j'étais contente. Je me dis, oh, Bah moi, tu m'as bluffé parce qu'en plus, vendredi soir, j'étais à un repas avec plein de monde, tout ça. Puis je dis, bah voilà, je parle de ton combat qui arrive et tout. Et il me dit, ah ouais, c'est quoi sa spécialité? Je dis, bah c'est une boxeuse à la base. Il me dit, ah ouais, donc le sol, tout ça. Je dis, bah franchement, elle a vachement travaillé sa lutte, donc ça, elle va pas être facile à amener au sol. Et sa stratégie, ça va être de se relever tout de suite et de bloquer les éventuelles soumissions, tout ça. Mais c'est pas elle qui va se faire une soumission, tu vois. Je disais, c'est pas elle qui va amener au sol, c'est pas elle qui va faire une soumission. Et après, j'ai vu ton combat, j'ai fait what the fuck. En fait, ouais. Non, parce qu'en plus, à un moment, pareil, oui, tout le monde était là, mais qu'est-ce qu'elle fait? ouais, Même les commentateurs l'ont dit au départ, et à la fin, ils étaient là, bon, bah, elle nous a prouvé qu'on avait tort. bah, Ben, carrément, ouais. ouais. Et c'est bien parce que tu crées la surprise comme ça. Non, mais au moins, ça envoie un message, quoi. Parce que tout Hum, le monde pensait que j'étais facile à prendre, parce que je ne faisais que de la boxe. Tout le monde, vraiment, les prédictions sur Tapologie, c'était que j'allais perdre. Tout le monde disait, ouais. ah, non, elle est beaucoup plus polyvalente. Non, mais attendez, les gars. Depuis 2016, le dernier combat où j'ai perdu par soumission, là, il Hum, s'est passé des choses, là, depuis, hein, en fait. Donc, j'ai ah juste oui, un peu travaillé, en fait. Et je suis le genre de fille un peu extrême qui, comment dire, je laisse tout, absolument tout pour l'entraînement. C'est-à-dire que je sacrifie ouais, toute ma vie pour ça, en fait. ouais. Donc, quand je prends une décision, elle est ferme. Et voilà, et je pense avoir été récompensée pour ça. Donc maintenant, je pense que ça envoie un autre message. On peut éventuellement ne pas trop prendre la confiance avec moi. Et c'était ça le but. Parce que Ouais. j'ai beaucoup bossé. Par contre,
J'avais peur bien évidemment. Moi, je sous-estime personne, hein, vraiment personne. Hmm. Et j'ai beaucoup de respect pour Maggie et je l'encourage à ne pas abandonner. Voilà. Il Vous y a des connaissiez, périodes comme vous ça dans la vie, on a connaissiez? besoin, c'est soit tu apprends, Ouais. soit tu gagnes, soit tu apprends. Et quand tu arrives à dépasser ça, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une défaite, vraiment, Hmm. ça vous détruit de l'intérieur. Vous mourrez à l'intérieur, hein. Franchement, les défaites, surtout en MMA, c'est pas du tennis, tu vas en prendre des Hmm. coups. Il y a un Ouais. côté un petit peu humiliant, c'est très, très, très dur à encaisser les défaites. Et moi, c'est tellement l'horreur absolue que vraiment, Ouais. je me bats presque plus pour ça, pour ne pas avoir à subir ça une nouvelle fois, tu vois. Donc, il faut dépasser ça. Et c'est là que tu grandis. Tu grandis énormément. Tu fais beaucoup de chemin au niveau personnel, au niveau Hmm. développement, quand tu arrives à grandir après des choses comme ça. Donc, j'espère qu'elle arrivera à trouver son chemin, quoi. Bah oui. Vous vous connaissiez avec Maggie ou pas? Pas trop, on se connaît de Non? loin, quoi. Ouais. Ok. Mais bon, je pense qu'on a du respect réciproque pour nos parcours. Hmm. On va faire un gros retour en arrière parce que voilà, donc, Ouais. Attention, je ne peux pas te raconter, hein, j'ai un livre qui sort bientôt. ok. On Mm. va faire un gros retour en arrière avec ce que tu peux raconter. Grosso modo, bah, comment t'en es venu à la boxe au départ? Quand est-ce que tu as commencé et comment tu as commencé? D'où c'est venu cette envie de faire de la boxe? Quand j'avais 15 ans, en fait, j'ai eu envie d'apprendre à me défendre, tout simplement. J'avais pas de confrère ni de grande sœur. Et bon, bah, à l'école, on aimait bien m'embêter. Alors attention, hein, je n'étais pas une victime. Hmm. J'avais mon caractère. Mais bon, voilà, un jour, il y a un groupe de filles qui s'en est pris à moi et j'ai pas du tout aimé la manière dont ça s'est passé. Donc, je me suis promise que ça ne se reproduirait plus. Donc, c'est comme ça que j'ai voulu commencer le sport de combat. Et j'ai commencé par la boxe thaï. Boxe taille en premier. Mhm. D'accord. Combien de temps t'as fait? De 15 ans jusqu'à 19 ans. Après, j'ai déménagé à Paris, je me suis mise à la boxe anglaise parce que mon rêve, c'était de faire un sport-études. Ok. Donc, le seul sport-études qui existait dans les sports de combat, c'était la boxe. Donc, de là, je me suis mise à la boxe anglaise pour cette raison-là. Et puis, voilà, après, j'ai fait mon parcours à haut niveau. Très vite, ça a été très vite pour moi en boxe. J'avais des bonnes prédispositions pour le haut du corps. Autant les kicks, bon, c'était moyen, mais et Ouais. au haut du corps, j'en voyais bien. Donc voilà, donc je me suis fait mon trou assez vite et puis j'ai été repérée vite. Je suis rentrée à l'INSEP comme prévu. Enfin, comme prévu. En tout cas, à chaque fois que je me suis fixé un objectif, globalement, ça s'est toujours assez bien passé. Hmm. Et parce que, encore une fois, j'ai ce côté un peu acharné, je lâche vraiment jamais rien, donc ça n'arrive pas. Voilà. Et puis je suis quelqu'un qui encaisse, quoi. Donc, je pense que ça aide aussi et ça forge, ça forge. Je Hmm. pense que les difficultés, moi, m'ont beaucoup forgé. Est-ce que tu dirais que tu as eu des difficultés supplémentaires, le fait d'être une femme dans la boxe, ou pour toi, c'est le même parcours qu'un homme, il n'y a pas eu de différence de ton côté? Bien sûr qu'il y a plein de disparités. On n'a jamais été traité à l'égal des hommes, en tout cas à l'époque où moi je boxais. Mhm. Néanmoins, je ne l'ai jamais vécu comme. Ouais. Je sais pas, je l'ai jamais mal vécu ça, parce que je me suis toujours imposée. Je sais pas, je me suis jamais sentie. Enfin, je sais pas, on m'a jamais vraiment fait. Si, je prenais des réflexions, mais j'en avais tellement rien à faire. Ça rentrait là, ça sortait là. J'étais là, attends, il y a ce que vous pensez des femmes et il y a ce que moi je vais être. Tu vois, donc il y a Hmm. une différence. Et j'étais tellement confiante dans le fait que j'allais faire des choses incroyables que je sais pas, j'ai jamais tenu compte de ce que disaient les gens. Hmm. C'est quelque part, ça peut être vécu, tu vois, le fait d'être un électron libre, ça plaît pas toujours aux gens, aux encadrants, etc. Je suis une fille dure à gérer, ça c'est ce qui ressortait tout le temps. Mais à la fois, ça a été ma force. Voilà. Ouais. Euh, la singularité, parfois, elle peut être dure à vivre, mais en réalité, faut jamais la quitter parce que c'est ça qui fait que tu vas faire des choses différentes et que tu vas Hmm. bien. Il faut vraiment être toujours aligné avec soi-même, quoi. Faut même pas essayer de ressembler aux autres, en fait. Pas du tout. Ouais. Mhm. Et du coup, t'as fait un sport-études, après ça t'a amené vers des études de journaliste, c'est ça? Ou... Non, rien à voir avec Non? les sport-études. En fait, à l'époque, Sciences Po a créé un programme pour les sportifs de haut niveau. Et Ok. quand j'ai entendu parler de la création de ce programme, forcément, moi, je rêvais de faire de grandes études aussi. Donc, j'ai posé ma candidature, j'ai passé les tests et tout. Et donc, j'ai été recrutée par le programme sportif de haut niveau de Sciences Po. Et donc, ça passe par une prépa de 1 an. Alors, ça peut être 1 an, ça peut être 2, 3 ans, ça dépend du rythme que tu as au niveau sportif. C'est toi qui choisis. Moi, Mhm. je n'avais pas le temps d'y passer 10 ans, donc j'ai tout bouclé en une année. Et après, j'ai intégré le vrai cursus master journalisme de Sciences Po avec les vrais élèves, etc. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et après, j'ai fait une autre école qui s'appelle le CFPJ, qui est venue complémenter un petit peu ce que j'avais fait à Sciences Po. C'était un peu plus technique. Voilà. D'accord. Plus technique au niveau de la caméra, du montage, etc. Et en parallèle, tu continuais à faire de la compétition à ce moment-là? J'ai levé le pied à ce moment-là. Ouais. Ouais, c'était entre 2009 et 2010. J'ai levé le pied pour réussir ma première année de prépa et aller vite.
Et j'ai repris la compétition en 2010, au milieu de mon année à Sciences Po de Mm. journaliste. Et j'ai repris parce qu'à l'époque, les filles devaient être aux Jeux Olympiques. Donc j'avais envie de tenter ma chance pour les Jeux Olympiques de 2012. Bon, le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu cours plusieurs lièvres à la fois, Mm. t'es pas efficiente partout, c'est pas possible. Surtout quand il s'agit des Jeux Olympiques, tu dois être dédié entièrement. C'est comme combattante pro. Tu Ouais. peux pas faire à moitié, c'est pas possible. C'est trop risqué et tu mets ta santé en jeu en plus. Ouais. Donc là, ben, j'ai essuyé des revers et donc ça a été une période très compliquée, ouais. Très très compliquée. Ouais. Je me rappelle, en fait, moi, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que j'étais tombé, je crois que c'était sur YouTube, mais ça venait d'une chaîne télé, hein. Il y avait un reportage sur justement l'équipe féminine avec, il y avait, comment c'est Sarah, c'est ça? Non, Sarah Bellala, non, c'est ça? Ouramoun, je pense. Ouramoun, pardon, ouais, Ouramoun. Et une autre fille encore, je crois que vous étiez trois dans le reportage, il me semble. Et enfin, j'avais trouvé le reportage hyper bien parce qu'on vous voyait vous préparer et tout. Alors, je sais plus si c'est pour les JO ou si c'était pour des championnats d'Europe ou championnats du monde, je sais plus. Ah, c'était sur M6, non? Alors dans ce cas, il y avait Sarah et moi et c'était la préparation du championnat du monde. Ouais. Mais du coup, moi, ce reportage-là, j'avais trouvé top parce qu'on voyait vraiment un peu toutes les difficultés que ça comportait, tout ça, l'entraînement, les doutes aussi, tout ça. Et un jour, t'es venu pour le Sambo, je crois, dans mon club. Puis je te vois passer et en fait, ce reportage, moi, il m'avait marqué. Du coup, je me rappelle, je suis venu te voir, je fais, mais j'ai l'impression de t'avoir déjà vu et tout. Je me fais, bah non, tu vois. Du coup, tu es parti t'entraîner. Et après, je me suis fait, mais attends. Et ça a fini par me revenir, tu vois. Et je savais pas à l'époque que, tu vois, tu faisais, je pense que tu faisais déjà face à face, tout ça. Et enfin, voilà, pour dire que ce reportage-là, moi, enfin, si on le retrouve sur YouTube, je le partagerai parce que je l'avais trouvé vraiment très bien. Et voilà, donc ton visage, il m'avait marqué aussi, tu vois, pour que c'était plusieurs années avant que j'avais vu ce reportage-là. Et voilà, je t'ai vu passer, je me dis, tiens, c'est quand même bizarre, quoi. Et comment t'en étais arrivé donc à Face à Face? Alors, donc ça va, c'était mon émission sur Combat Sport. Bah, c'est simple en Une fait. belle production en plus. Si, c'est gentil. Bah, j'avais un très bon réalisateur. Ouais, C'était Balaguer, il était très bon. C'était un couteau suisse, il faisait tout le mec. Il ouais. gérait trois caméras, il faisait le montage et tout. Alors en fait, voilà ce qui s'est passé. C'est que Face à Face, c'est un projet que j'avais depuis longtemps. Quand j'étais étudiante en journalisme, je l'avais déjà ce projet. Ouais. Une petite plaquette de présentation, etc. Et je l'avais proposé à l'époque à Eurosport. Bon, comme j'étais stagiaire, je pense que je n'avais pas assez de crédit à l'époque. Hmm. Mais je l'ai gardé quelque part, je l'ai rangé, je me suis dit on verra plus tard. Et puis j'ai commencé mon contrat à Combat Sport, j'ai proposé le projet à Combat Sport dès le début. Ils m'ont dit bon, attends, tranquille, t'enflamme pas, tu viens de commencer. Hmm. Ok, j'ai de nouveau rangé. Et puis un jour, il y a eu une enquête de satisfaction auprès des abonnés de CanalSat. Et, et les gens ont répondu ouais, ça manque un peu de femmes sur la chaîne, on voudrait bien une fille jolie, mais qui sache de quoi elle parle en fait. Et Hmm. tout. Et donc, bah, j'étais la seule fille sur la chaîne, donc forcément. Donc là, il y a mon patron, qui était mon mentor, je l'adore, Bruno Oppenheim. Il m'a regardé comme ça. Genre, bon, bah, tu la veux toujours ton émission? Ouais. Et là, ouais, je la veux. Donc, c'est parti comme ça, et je savais déjà qui appeler, parce que je connaissais bien Cédric Balaguer. C'est lui qui avait réalisé le documentaire, justement, que tu as vu. Ouais. Donc, il avait du talent, je le savais. Et donc, voilà, c'est né comme ça. On a fait 2 saisons, et c'est aussi comme ça que j'ai découvert le MMA, d'ailleurs. Parce que le MMA, c'était l'épisode final. On avait fini en apothéose, on était parti à Vegas. Et je m'étais dit, tiens, bah, pour le dernier épisode, je vais faire une vraie compète, je vais aller me mettre en danger un peu. Ça va un peu, comment dire, susciter de l'intérêt du public. Mais c'était juste un one-shot, je n'avais pas prévu de faire du MMA, en fait. C'était juste pour cette émission. D'accord. Voilà. Ouais. C'est Et pas c'est vrai que une envie enfouie en toi, c'était juste au départ pour. alors, non, j'avais quand même des démangeaisons dans les mains, j'avais envie Ouais. d'en découdre un peu, ça te manque, tu sais, j'avais arrêté Hmm. là. C'était dur un peu. Tu vois tout le monde s'accomplir, tu commentes leur combat et tu te rappelles de ce que tu es, et Hmm. forcément, intérieurement, ça vibre, tu vois, et tu te dis, mince, bah, j'ai quand même terminé ma carrière sur un échec aux Jeux Olympiques, c'est pas cool, tu vois, de finir une carrière comme ça, tu vois. Hmm. C'est un peu difficile à digérer. Et donc, je m'étais dit, trouve-toi un petit challenge sympa, et donc cette émission me donnait l'occasion de me fixer un super challenge, un championnat du monde à Vegas. Et donc voilà, donc je me suis préparée pendant un an pour faire cette émission et c'est là que j'ai rencontré Yuri et Yuri a fait championne du monde, moi j'ai fait vice-championne du monde. Et puis bah, quelques années plus tard, on se retrouve et on part à Bercy ensemble. Enfin, là pour le coup, il n'a pas pu venir, mais en tout cas, il m'a préparé pour le combat et c'est cool, c'est une belle histoire. Bon. Et
Donc, cette envie-là, parce que c'était quand même. Combien de temps tu as eu pour te préparer pour le championnat du monde? C'est IMAF, c'est ça, non? C'est IMAF. Moi, j'ai pris un an pour. Je me suis préparée. À partir du jour où j'ai pris la décision, je me suis dit, tiens, je finirai sur du MMA la saison. Donc, j'avais un peu moins d'un an pour me préparer. Voilà. Donc là, j'ai commencé à m'entraîner dur. Mais en réalité, quand je suis arrivée au championnat du monde, je ne vais pas te mentir, je ne comprenais rien au MMA, franchement. Le sol, c'était vraiment quelque chose de très mystérieux pour moi. D'accord. Et, donc, ouais, tu y as été, tu n'étais pas du tout. Au niveau du sol, tu n'avais pas eu le temps d'avoir suffisamment de préparation en lutte, en J'étais grappling. préparée, mais le temps de comprendre vraiment le sport, enfin, tu vois, Ouais. c'est un autre sport. Faut le temps, faut Ouais, que tu réadaptes tout. Ta boxe ne peut pas être la même en plus, tu vois. ouais. De tout réadapter, c'est un autre gameplay. C'est un autre jeu. Après cette expérience, IMAF, rappelle rapidement donc, comment ça s'est passé le championnat du monde. Bah, tout simplement, j'ai gagné un combat, j'en ai perdu un. Et puis, comme on avait que 2 tours pour les filles, j'ai fait vice-championne du monde comme ça. D'accord. Et ça t'a donné l'envie, c'était. Enfin, t'as pris l'envie du MMA parce que ça t'a plu, ou est-ce que une nouvelle fois la défaite, de terminer sur une défaite, ça te déplaisait de rester sur ça? En fait, c'est les deux. J'ai découvert l'envers du décor, c'est-à-dire tout l'univers qui touche à l'UFC. Donc, c'était attractif dans la mesure où j'ai vu la manière dont ils traitaient les femmes à égalité avec les hommes, c'est-à-dire les mêmes grilles de salaire, il y avait autant de marketing qui était fait sur elles que sur eux. Hmm, Et je me suis dit, waouh, elles ont une considération que je n'avais jamais connue avant, en fait. hmm, Donc, ça m'a donné envie d'aller voir ce qui se passait de ce côté-là, en fait. Je me suis dit, mais waouh, j'aimerais bien vivre ça, en fait, parce que je ne l'ai jamais vécu, ça m'intéresse. Donc, il y a eu cette sensation-là. Et puis, le fait de perdre en finale, ça m'a fait mal à la tête, ça. ouais. Enfin, mal à la tête, mal au cœur surtout. Hmm, Mais non, et je me suis dit, non, pas encore. Je vais quand même pas finir sur une touche négative, c'est pas possible. Non. Et donc là, j'ai eu besoin de réparer ça. Donc je me suis dit, bon, je refais un combat en pro, juste pour réparer ce revers. Et puis en fait, bah, la victoire en pro m'a donné envie de continuer. De fil en aiguille, j'ai continué. J'ai du mal, on sait pas s'arrêter, nous les combattants. Ça, c'est hmm. vraiment. Et du coup, tu prends la décision de partir à l'American Top Team. C'est à ce moment-là? Un peu plus tard, ouais, mais Ouais. en gros, à un moment donné, la conjoncture a été bonne et quand je dis elle a été bonne, elle a été propice. J'avais plus rien qui me rattachait à la France. Mhm. Euh, J'avais un peu d'argent de côté et je me suis dit, ben, Lucie, j'avais quel âge? J'avais 32 ou 33 ans quand je suis partie. Je me suis dit, Lucie, c'est le moment ou jamais en fait. C'est pas dans 10 ans que tu vas pouvoir le faire, donc c'est maintenant. Si tu veux vivre cette expérience, c'est maintenant qu'il faut partir. Donc, Hmm. je suis partie, j'ai eu l'expérience que j'ai eue, ça a duré un an. Voilà, je voulais voir si l'herbe était plus verte ailleurs, mais bon, bah, j'en ai tiré mes conclusions, mais je ne peux pas t'en parler parce que c'est le sujet de mon livre qui sort le 22 octobre. Donc moi, je sais un peu, mais donc on n'en dira rien. Les gens, ils pourront comme ça aller acheter ton livre et lire tout ce passage de ta vie. Et du coup, bah voilà, retour en France. Et là, on en arrive à cette époque. Alors c'est marrant de se dire qu'au final, tu as quand même passé beaucoup, beaucoup de temps en boxe anglaise, mais tout le temps que en amateur. Alors c'est vrai, c'est des univers très différents, mais en MMA, tu es passé, enfin presque au bout de quoi? Donc 3 combats, c'est ça, tu es passé en pro, quoi. 2 combats? Non, j'ai fait 4 combats. Ah non, 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 j'ai fait 3 combats amateurs et je suis Ouais. partie pro. Bah, après, ce sont des univers très différents en fait. Et le MMA amateur n'est pas ultra structuré, surtout qu'en France, il n'y avait rien en France. Ouais. Donc, bah, j'ai pas perdu trop de temps en amateur et puis surtout, j'avais envie d'avoir cette expérience en pro parce que ce qui m'avait séduit avec l'UFC à Las Vegas, c'était en pro, pas en Mm. amateur. L'amateurisme, c'est bon, je l'ai connu en boxe, j'ai fait le tour. Globalement, l'IMAF, ça ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve en boxe anglaise, donc ça va, je connais. Mm. Envie d'aller explorer d'autres pistes et ça me séduisait pas mal, le côté pro. Et c'est vrai que bon, bah, il y a l'UFC et il y a Bellator, ce sont les deux grosses orgas. Ça faisait partie de mes targets. Donc voilà. Et Bellator, de par pas mal de choses, de critères, etc., matchait bien avec mon profil. En fait. Mm. D'accord. Voilà, en fait, il y a une question qui se pose, c'est qu'est-ce que tu veux accomplir et quelle est l'organisation qui va te permettre d'accomplir ces choses-là, en fait. Donc, faut faire des choix. Faut faire des choix. Crois en ma capacité à faire quelque chose de Bellator. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. bah, clairement, là.
tu prends une des meilleures françaises et je pense que tu as gagné les 3 rounds. Donc, Bah, disons que là, j'ai au moins assis ma réputation au niveau national. ouais. Hein. Maintenant, il faut quand même que je passe des steps au niveau international. Moi, j'y vais vraiment étape par étape. Je ne m'en ferme pas. Je vais pas dire, ouais, je vais être championne tout de suite. Non. On va y aller étape par étape. On va prendre le temps de progresser. Il ne faut pas brûler les étapes. Tu vois. Donc là, j'aimerais bien avoir une internationale, niveau intermédiaire, voilà, un peu comme moi, avant qu'on m'envoie dans la fosse au lion. Parce que là, il y a deux, trois nanas là, qui tournent très, très, très bien au niveau européen. Non, mais Et à un moment donné, je vais forcément devoir les rencontrer, mais j'aimerais être vraiment rodée, préparée. J'ai besoin de me calibrer encore. Donc, on verra si c'est possible. On ouais. verra. De toute façon, l'autre fois, je regardais ce que je connaissais pas, Mbappé du football, tu vois, et je regardais un petit documentaire sur lui pour savoir. Et il y a quelqu'un qui disait, avant d'être consacré ailleurs, faut déjà réussir chez soi, tu vois, en quelque sorte. Et du coup, là, c'est ce que tu as fait. Donc, enfin, en termes d'étapes, tu vois, je trouve que c'est hyper cohérent de se dire, bon, déjà, j'arrive à asseoir un peu ma domination quelque part ou mon niveau au niveau national et maintenant tu vas pouvoir penser à l'international, tu vois, mais ça me paraît complètement. J'avais eu des expériences internationales, mais en fait, peut-être que j'avais fait les choses à l'envers. J'aurais peut-être dû Ouais, commencer par là, en fait. Mais ça, c'est moi. Hein. Je fais toujours tout à l'envers. Hein. Mais c'est pas grave, c'est l'expérience après, tu vois. ouais. Bah, on te donne pas un mode d'emploi, donc t'es obligé d'essayer et de corriger, et voilà quoi. Exactement. Donc, Et comment juste pour terminer un peu sur la partie entraînement de ta préparation, comment tu as organisé ou est-ce que c'est Yuri qui a organisé ton emploi du temps? C'est toi qui as géré? non, moi, tu sais, je suis un peu un électron libre, je suis très indépendante. Je me comporte un peu comme un chef d'entreprise qui va recruter ses ressources humaines pour aller chercher tu vois, les qualités dont on a besoin pour se produire. Ouais, Donc en gros, c'est simple. Je m'entraîne à la NR Fight, c'est le club auquel je suis rattachée. C'est là-bas que je fais tous mes sparring, etc. Je fais aussi ma préparation physique là-bas avec Rémi Lancou. ouais. Rémi Lancou, c'est quelqu'un que je Et connais depuis très longtemps. C'était mon kiné. À l'époque, je faisais du foot américain. Rémi Physio. Ouais, ok. Donc voilà. Hmm. Donc Rémi me connaît bien, il me suit depuis longtemps et donc il a développé son segment préparation physique là-bas. Donc ça c'est cool. Il y a Joanne Doy qui est le coach de MMA. Joanne Doy, je le connais aussi depuis un certain nombre d'années. Donc voilà, j'ai confiance en leur potentiel pour m'aider à aller au plus haut niveau. Et après, à côté de ça, moi je suis aussi très attachée au niveau affectif à mon groupe d'amis qui m'a recueilli quand je suis revenue des États-Unis, à savoir Yuri, Kostia, Johnny Fraché, bon bref, toute cette petite team-là, ils m'ont aidé à remonter la pente quand je suis revenue des États-Unis. Donc, donc j'ai un côté très fidèle à cette amitié-là, en fait. Ils m'ont beaucoup aidé et pour moi, c'est ma team. Tu vois, mais... Donc voilà, donc je divise mon temps entre NR Fight et les coachings privés avec mes potes. Et donc en gros, avec Yuri, on a fait 2 séances de lutte par semaine pendant plusieurs mois. Dès que je suis revenue du confinement, j'ai appelé Yuri, je vais écoute, à partir de maintenant, je vais être ton ombre. Et donc voilà. Voilà comment ça se passe. Je pense que le coaching privé, c'est hyper important parce que tu vas vraiment chercher les détails, Hmm. tu vas aller en profondeur et tous ces petits détails-là, les contrôles, etc., les placements, ça fait la différence, vraiment. Ah Donc, bah clairement, ouais. j'avais Ça besoin de fait, ça, ça tu fait vois. 10 ans que je fais des coachings privés avec Yuri et je pense que j'aurais jamais progressé comme ça en faisant 10 ans en club, en fait, en lutte, tu vois. En groupe, on progresse, mais moins vite. Tu vois, là, tu as 1 heure où tu es 100% concentré sur des détails et tu les Mm. répètes, et tu les répètes, et tu les Ouais. répètes. Et à un moment donné, ça devient inconscient. Donc, ouais, je Une pense. heure d'attention du prof, tu vois. Un prof, quand il est en cours collectif, il est obligé de diviser son attention. Donc, tu n'as jamais 1 heure de l'attention de ton prof à la suite, quoi. Donc voilà. Donc, c'est comme Alors, ça que j'ai. combien d'entraînements donc, la répartition, entraînement, prépa physique, technique, combien d'entraînements par jour ou je ne sais, tu vois? Alors, je m'entraîne en général 5 jours par semaine. Ouais. En période de prépa, je rajoute le samedi en plus. Je fais un cardio le samedi. Mais sinon, le reste du temps, en gros, les jours où j'ai prépa physique, c'est-à-dire le lundi et le jeudi, ces jours-là, je fais prépa physique le matin et un entraînement pas trop difficile, c'est-à-dire ça va être soit un coaching privé, soit une séance de drill, etc. Pas trop intense, mais je fais Ouais. 2 entraînements les jours de prépa physique. Et tout le reste du temps, c'est un entraînement, mais intensif. Donc ça peut D'accord. être sparring, ça peut être lutte, enfin voilà. Globalement, c'est 1 à 2 entraînements par jour, ça dépend des jours. D'accord. Donc, ça te fait quoi? Ça te fait, ça doit te faire 7 entraînements par semaine, un truc comme ça, 7 8 quoi. Entre 7 et 9. Ouais, ouais.
c'est quand même une bonne dose en termes de récupération. Tu fais des choses. Bah, en fait, comme j'ai tout articulé autour de ça, parce qu'à partir du moment où j'ai pris la décision d'embrasser une carrière professionnelle en MMA, ça veut dire que tout a été agencé autour de ça. Hmm, C'est aussi pour ça que faire du coaching aujourd'hui, je fais de temps en temps quelques pistes journalistiques, mais ça reste minoritaire par rapport à ce que je faisais avant. ouais, Donc, je fais beaucoup plus de coaching parce que ça se marie mieux avec mon choix de vie. Tu peux choisir tes horaires, etc. C'est toi qui fais ton planning et tu peux donc gérer tes récup aussi. Donc, ça hmm, se marie bien, tu n'as pas besoin de faire trop d'heures pour bien t'en sortir. Donc, le coaching, ça se marie bien avec une carrière ouais. de sport. Et une dernière curiosité, là, tu dis que donc, tu as fait ta diète et tout. Les gens, souvent, ça les intéresse de savoir comment on perd du poids. Est-ce que tu as des conseils sur... Enfin, toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as des conseils à donner à ce niveau-là? Alors, il n'y a pas de secret, hein, ça passe par une grosse discipline, une grosse rigueur. Il faut se faire un peu violence, surtout au début. Et à partir du moment où le cerveau a compris qu'il faut perdre, là, c'est à ce moment-là qu'il ne faut surtout rien lâcher. Donc, c'est Hmm, juste, faut pas, parce qu'on a tendance à bloquer. On bloque, on n'est pas content de faire un régime. À partir du moment où tu es content de faire ton régime, déjà, ça change beaucoup de choses. Ensuite, Comment oui, tu es content de faire ton régime? eh ben, tu vas y mettre un peu de couleur. Tu vas rajouter des petits fruits, des baies de goji, un peu d'avocat, des petits oignons, machin. Enfin, tu vois, tu fais en sorte que ce soit coloré, que ce soit beau. Enfin, tu prends Hmm, du plaisir à cuisiner, tu prends du plaisir à manger. Tu vois, faut que ce soit visuel. Moi, je suis très visuelle comme fille. Donc, dès que mon assiette est un peu visuel, je prends du plaisir. Et puis, quand tu commences à voir le poids descendre, ben, tu es récompensé par tes efforts. Donc, pareil, ça te donne un peu d'engouement. hmm, Voilà, donc c'est vraiment une disposition psychologique à avoir. Et puis après, non, après, il n'y a pas de secret. Tout ce qui est gourmandise, gâteau, chocolat, tout ça, machin, tu arrêtes. Tu remplaces ça par des fruits secs, des amandes, des noix, des choses comme ça. hmm, Parce que c'est gras, mais à la fois, c'est des bons gras, en fait. ouais, Je réduis énormément les glucides, pratiquement, pratiquement du kétogène, quoi. ouais, Le matin, c'est un oatmeal, tu sais, donc flocon d'avoine que j'écrase avec une banane et un peu de lait d'amande. ok, Voilà, puis je mets des amandes dessus. Ça me suffit largement pour tenir toute la matinée. Le midi, c'est une protéine et des légumes. Pas de dessert. Le dessert, il vient plus tard. Un encas vers 16 h, par exemple. Voilà. Et pareil, le soir. Le soir, je peux m'autoriser un peu de glucides de temps en temps quand j'ai eu une grosse charge d'entraînement parce que c'est quand même le carburant et ça t'aide à mieux dormir, en fait, de manger des oui, glucides le soir. Voilà. Après, il y a aussi des histoires de combinaison, c'est-à-dire que normalement, tu manges des glucides, donc les féculents, avant les protéines. Parce que les protéines, quand tu les ingères, ça ferme une petite valve et ça envoie de l'acide. Non, je crois que c'est dans l'estomac. mhm, Bref. Et donc, du coup, ben, si tu manges des glucides après la protéine, les glucides vont fermenter dans ton estomac et ça peut générer un environnement propice aux bactéries. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut connaître, en fait, qui aident à mieux gérer son régime. Donc voilà. Bah, tu réduis les portions forcément et puis bah, tu bois beaucoup d'eau. C'est pas une légende ça, hein. Plus tu bois de l'eau, plus tu fonds. Ça ouais, part tout seul. Plus tu bois, plus tu fonds. C'est vraiment. Moi j'ai mis du temps à le comprendre. Je voulais pas m'y faire. Et en fait ça marche vraiment. ouais. Ok, top. Bah écoute, c'est super intéressant. Dernière chose, ton livre. Donc, pourquoi ce livre? Comment est venue cette idée? Et ben en fait c'est simple. Quand je suis partie aux États-Unis, je manquais de repères. Je ne savais pas comment ça se passait là-bas. Je suis partie à l'arrache en me disant bon, on est en 2019. Non, c'était en 2019 ou 2018? 2018, ouais. Partir en 2018 en me disant, bon, c'est bon, on est en 2020, les frontières sont ouvertes. Non, mais en fait, il y a plein de choses que j'aurais dû savoir avant de partir. Ça m'aurait évité plein de problèmes. Alors, évidemment, je ne peux pas tout dire dans ce livre parce Ouais. que j'ai pas envie, quoi, tu vois. Mm. Voilà, peut-être que dans l'avenir, je vais retourner aux États-Unis, donc on ne sait pas. Donc, voilà, on ne dit pas tout, mais on laisse entendre les choses. Ouais, Euh, voilà, mais en gros, j'ai écrit un livre que moi, j'aurais aimé trouver avant de partir là-bas. Voilà. d'accord. Quelques conseils, savoir comment ça se passe, comment ça fonctionne, que ce soit l'intégration dans un gros gym américain, le fait de trouver un manager, trouver des combats, etc. Tout ça, c'est un parcours du combattant. Comment tu travailles là-bas, comment tu vis là-bas. Il y a plein de choses à savoir. Moi, je l'ai vécu avec l'expérience. Donc, voilà, si ça peut servir à quelqu'un d'autre, eh ben, ma foi, cette expérience aura servi à quelque chose et aura eu du sens. C'est clairement pas pour faire de l'argent que j'ai écrit ce livre, parce qu'il n'y a pas d'argent dans l'édition. Mais Ouais, en revanche, voilà, ça laisse une trace écrite pour ceux qui éventuellement voudraient s'expatrier à l'étranger ou ceux qui sont curieux, par exemple. Donc voilà, c'était un peu le but du livre. des Euh, fois, il y en a qui disent qu'il y a un côté thérapeutique aussi d'écrire son expérience. Est-ce que toi, ouais, tu as ouais, c'est pas cette faux. Bah, écoute, je expérience-là? l'ai écrit en revenant des États-Unis. J'avais beaucoup de choses à dire. Ouais, Ouais, j'avais beaucoup à partager, donc je l'ai écrit en revenant des États-Unis. Et puis j'ai trouvé une maison d'édition dans la foulée.
une maison d'édition belge, du coup. Ok, Et puis voilà. Puis donc là, il s'est clôturé juste avant la pandémie, en fait. ok, Donc voilà. On va dire que Bercy, c'est un peu la conclusion de ce livre, quelque part. d'accord. Voilà. Et il sort quand? Alors, normalement, si tout va bien, il sort le 22 octobre. 22 octobre. D'accord, il sera disponible un petit peu partout. Ouais, normalement, Fnac, Amazon. Je Top. m'occupe là-dessus bientôt. Là. J'étais tellement dans mon combat là que je m'en occupais pas. Et là, Ouais, je vais balancer toutes les informations sur mon Instagram. super. Bah écoute, je sais que tu as d'autres choses à faire. Tu as notamment un repas qui attend Ouais, depuis il va être presque une froid. heure. Donc, merci en tout cas d'avoir accordé ton temps juste après ton combat et tout. On a des fois peut-être d'autres choses à penser, mais bah, c'était super intéressant. Merci à toi et merci de m'avoir accompagné tout au long de ce combat aussi. C'est super cool. D'ailleurs, gros big up parce qu'on se disait avec Yuri, c'est marrant en fait parce que quand je suis revenue des États-Unis, tu m'as invité à faire ce stage chez toi, Mm. ce séminaire que je Ouais. suis donné. C'est là que j'ai revu Yuri. Mm. Ça fait longtemps. Et j'étais trop excitée à l'idée de venir m'entraîner. C'est toi-même qui m'as dit, mais va t'entraîner au cours de Yuri. Ah oui? Je suis venue, j'étais trop contente. Et le fait de l'avoir revu, ça m'a donné envie de retravailler avec lui. Et c'est marrant parce que tout part de là, en fait. Tu Ah vois? ouais, tu vois? Marrant, bien. Ouais, ouais, ouais. Mais Quelque part, la performance dans la cage, tu as un petit peu ta responsabilité là-dedans. Tu vois, sans le vouloir, malgré moi. un peu ta part là-dedans. Et ce qui est drôle, c'est que tu m'as soutenu pour mon combat. Tu vois, j'ai porté ton logo. Tu Mm. vois, tout ça, au final, mis ensemble, c'est drôle, quoi. La vie, c'est une boucle Ah et oui. tout a du sens, tu vois. Enfin, c'est marrant. Bah, Donc voilà. c'est ce qu'on disait avant de commencer le podcast, mais c'est que marrant, enfin, l'univers est tout petit, tu vois, parce que à tes côtés, tu avais Antoine Hidrio, que je connais depuis qu'il a 15 ans, il a presque commencé dans mon club. Tu t'es entraîné avec Yuri, avec qui je m'entraîne depuis 10 ans. Tu t'es entraîné avec Kostia, que je connais depuis qu'il a 13 ans ou 14 ans. Donc, nous deux, sans nous-mêmes nous connaître très bien, on évolue avec des personnes voilà, qu'on connaît chacun bien. Et voilà, je pense que c'était, j'aime pas dire que c'est le destin et tout, mais en tout cas, voilà, moi, ça m'a fait énormément plaisir de te soutenir parce que bah, je trouve ton parcours, il est admirable, de ténacité, tu vois. On voit, enfin voilà, même si je te connais pas très bien, j'ai une conscience des difficultés que tu as rencontrées. J'entends un peu avec Yuri, on discute et tout ça. Donc voilà, je sais que c'est vraiment dur et donc ça m'a fait plaisir de pouvoir avoir une toute petite part voilà, dans ton succès, de pouvoir te soutenir, quoi. Chaque petite part compte. Même les toutes petites intentions, franchement, elles peuvent apporter beaucoup de choses. On ne le sait pas, mais c'est comme tu sais, les papillons qui battent des ailes et qui créent Hmm. des cataclysmes, bah, c'est pareil. Là, une petite intention à un moment donné, ça peut faire beaucoup de choses, ça peut changer la vie d'une personne. Donc, et puis l'accumulation de toutes ces petites choses fait que la personne se dirige vers un futur plus successful, tu vois. Enfin, Ouais, bref. Tu m'as comprise. ouais. Donc, il n'y a pas de petits gestes, tu vois. Hmm. Moi, j'adore. La bienveillance gratuite, Hmm. ça n'a pas de prix, en fait. Je Ouais. suis hyper reconnaissante. Tous ceux qui ont été sur mon chemin et qui m'ont aidé, j'oublie personne. Je suis hyper reconnaissante et j'espère que je pourrai leur rendre ou que la vie leur rendra parce que voilà, la gentillesse, ça doit être récompensé dans la vie. Bon, on a envie d'y croire. On a envie d'y croire. Moi, j'y Ouais, crois. on a envie, moi aussi j'ai envie. Mais peut-être l'inverse soit récompensé aussi, hein, tous ceux qui font, hein, bon bref. Ouais, Je suis malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais voilà, en tout cas, on fait un max pour que les choses se passent bien et souvent, il y a quand même des bonnes choses qui se passent derrière, donc c'est cool. avec la patience, franchement, moi j'y crois. Je crois Ouais, que les bonnes personnes finissent toujours par récupérer ce qu'elles ont donné, je pense. Bon, ouais. après, c'est une question de croyance. Ouais, non, mais il y a des choses qui se passent où on peut y voir des signes, où on peut y voir un hasard, mais comme l'histoire que tu racontais du contrat avec ton manager, c'était prêt à partir et tout, et boum, le jour même, tu as quelqu'un d'autre. Et voilà, donc il y a des choses comme ça qui se passent qu'on ne maîtrise pas. On se demande toujours est-ce que c'est le destin ou est-ce que c'est un simple hasard? Voilà, ça c'est libre à chacun de l'interpréter comme il veut. Ok, top. Bah écoute, merci Lucie, et puis on se dit à très vite. Yes, à bientôt, bisous. Ciao.